Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne KHG Code. Aujourd'hui, on va continuer notre série de formations, la formation gratuite que je vous ai promis sur Kubernetes. Donc aujourd'hui, on va parler des daemon sets. Donc les daemon sets, c'est un type de workload, c'est un type d'API qui sont utilisés en fait pour créer un type de ressources spécifiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de faire une petite publicité. Donc c'est le SaaS de gestion d'entreprise que j'ai développé, moi et mon entreprise, quoi. Donc c'est un SaaS qui va vous permettre de pouvoir piloter et gérer votre entreprise. Et pas qu'une seule entreprise. Donc sur Gizaïn, vous avez la possibilité de pouvoir gérer une ou plusieurs entreprises. Grâce à Gizaïn, en fait, vous allez pouvoir avoir un seul espace central. Vous allez pouvoir faire des devis, faire des factures, faire signer des contrats électroniquement, pouvoir émettre des mandats de prélèvement et même aussi pouvoir faire des quiz d'évaluation basés sur l'IA. Donc c'est une solution vraiment tout en un qu'à la base j'ai développé pour mon usage mais que j'ai décidé de transformer en SaaS. La grande nouvelle que j'ai à vous annoncer aujourd'hui, c'est que Gisaline, qui était précédemment ouvert et réservé qu'aux personnes qui ont des entreprises en France, se mondialise. Donc avec Gisaline désormais, pour toutes les personnes qui sont dans un pays francophone, donc on l'a ouvert car Gisaline est désormais disponible en fait. Donc on a ouvert Gisaline à tous les pays de la francophonie. Donc que vous soyez en Belgique, au Luxembourg, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous avez la possibilité d'utiliser certaines fonctionnalités de Gisaline. Je dis certaines fonctionnalités parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont spécifiques à la France qu'on ne peut pas répliquer dans tous les pays, comme par exemple l'envoi des courriers recommandés ou bien l'émission des mandats de prélèvement qui est plus réservé aux compagnies en Europe. Qu'à cela ne tienne, sur Gisaline, quand même, vous pourrez faire, si vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire, vous avez la possibilité de pouvoir faire des devis, faire des factures, avoir enregistrer vos bases clients, vos bases fournisseurs, avoir le CRM de suivi de vos prospects. Donc, à titre d'exemple, moi j'utilise cette solution-là depuis un an. Donc, c'est mon outil principal pour gérer mon entreprise. Et autre évolution majeure sur Gisaline, vous avez la possibilité de pouvoir gérer une jusqu'à 10 entreprises. Et ces entreprises-là peuvent être réparties sur différents continents. Donc, je m'explique, vous êtes un entrepreneur en France et vous avez par exemple une filiale qui est au Luxembourg, une filiale qui est au Cameroun. Avec Gisaline, vous avez la possibilité de pouvoir gérer ça directement. Avec votre seul compte, vous pourrez donc naviguer entre vos différents espaces et différentes sociétés. Donc c'est la grosse évolution qu'on a faite. Voilà, n'hésitez pas à aller tester l'outil, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire et tester l'outil. Et n'hésitez pas à me faire des retours aussi. Donc, la publicité terminée, on va donc pouvoir passer à l'objet de cette vidéo qui est de pouvoir travailler sur Kubernetes, notamment sur les daemon sets. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc, c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc, c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Donc comme je l'ai expliqué précédemment dans nos précédentes vidéos, on a travaillé sur un type de workload, sur un type de ressources, type d'API pour déployer les ressources Kubernetes. Donc on a eu à faire les deployments qui permet en fait de pouvoir créer des applications stateless, donc jetables. Ensuite, on a travaillé sur des ressources stateful via les stateful sets qui permet justement de pouvoir créer sur des applications stateful, c'est-à-dire des applications dans lesquelles la donnée est importante, des applications non jetables. Donc on a pu faire notamment notre test et on a vu que les deployments s'adaptent bien aux applications web, aux applications sur lesquelles jetables en fait. Par contre, on a vu que les stateful sets, eux, par contre, s'adaptaient mieux aux applications dans lesquelles on a besoin de persister la donnée, comme des bases de données, voilà, ou du cache, ce genre de trucs. Donc là, aujourd'hui, on va donc travailler sur les daemon sets. Donc les daemon sets, c'est un type de ressource encore spécifique. Donc ça, c'est comme son nom l'indique, daemon set, ça vous permet de faire tourner des démons sur votre cluster et sur vos nœuds.
Donc pour ceux qui ont travaillé sur Linux, ils savent ce que c'est qu'un daemon. Donc c'est souvent un programme qui tourne en arrière-plan et qui fait certaines actions. C'est exactement la même chose avec les daemon sets. Donc c'est une ressource qui a été créée donc, dans Kubernetes pour permettre de gérer ce type de workload. L'une des particularités avec les daemon sets, c'est assez facile à retenir en fait, c'est que les daemon sets en fait, lorsqu'on crée un daemon set, on ne définit pas le nombre de réplicas. Donc vous voyez là, il n'y a pas de nombre de réplicas qui sont définis. Vous allez me dire, mais comment alors on sait le nombre de réplicas? En fait, c'est très simple. Du moment où vous allez spécifier que vous faites un daemon set, automatiquement, Kubernetes va créer une copie du pod sur chacun des nœuds. Donc si vous aviez 10 nœuds et que vous créez un daemon set, vous allez avoir 10 pods qui sont répartis sur chacun des nœuds. Donc si vous avez 5 nœuds, vous allez avoir 10 pods qui sont répartis sur les 5 nœuds. Donc ça, c'est la spécificité des daemon sets. Donc, alors c'est quoi l'usage? Donc comme je l'ai dit, donc l'usage des daemon sets, c'est souvent si vous avez par exemple besoin des agents qui vont peut-être faire des collections de logs sur tous vos nœuds. Là, il faut un daemon set. Si vous voulez par exemple faire du monitoring, remonter collecter ces ressources et faire du monitoring, les daemon sets s'y pressent bien, ou bien faire une sauvegarde des nœuds d'un truc spécifique. Les daemon sets aussi tournent bien, voilà. Donc, donc les daemon sets, c'est vraiment ce genre de ressources, quoi. Attic, dans la vraie vie, par exemple, les usages qu'il y a souvent avec les daemon sets, c'est souvent pour installer des agents. Donc des agents pour Grafana, pour Prometheus, pour vont permettre de récupérer les métriques de de vos nœuds en fait. Ou bien des sauvegardes régulières. Ça, c'est les use cases qu'il y a souvent avec les daemon sets. Donc, on va pouvoir donc passer à la pratique. Donc là, on va essayer de pratiquer, voir quelque chose. Donc, avant de pouvoir pratiquer, je vais vous expliquer juste ça. Attendez, je vais plutôt venir avec Excalibro, c'est plus simple. Donc, en gros, quand vous définissez un daemon set, là, voilà, on peut dire qu'on a défini un daemon set et qu'on a 3 nœuds. Automatiquement, quand on va créer le daemon set, il va mettre un pod, il va placer sur chacun des nœuds un pod avec sa configuration. Ouais. Et maintenant, si moi je rajoute, voilà, on va dire que mon daemon set il est là. Si je rajoute par exemple un nouveau nœud sur mon cluster, qu'est-ce qui va se passer? Ce pod là, ce nœud là, automatiquement, il y a un pod qui va être créé qui va l'assigner aussi. Donc c'est la grande force des daemon sets en fait, c'est que vous pouvez le dormir tranquille. Une fois que vous avez mis un daemon set, vous êtes sûr que ça va s'appliquer sur toutes vos ressources en fait, comme là en fait. Donc, et si je rajoute un autre encore, ça va être pareil en fait, le même principe. Le pod là, la copie va être répliquée là. Donc vous voyez donc pourquoi c'est très utilisé pour des sondes de monitoring, pour les sauvegardes, etc. quoi. Donc voilà. Donc c'est un peu ça le daemon set, contrairement au deployment, ou bien je peux mettre ici là, attends, j'ai mis deployment, on peut aussi mettre ici, contrairement au deployment et au stateful set, qui ont besoin d'un nombre de réplicas spécifique et dont le balancing est aléatoire. C'est-à-dire que j'ai mon réplica qui est comme ça, il y a un pod qui peut venir là, un pod qui peut venir là, celui-ci peut venir là, celui-ci peut venir même là, celui-ci peut venir là en fait, ouais. C'est totalement aléatoire. C'est pas le cas avec les daemon sets. Avec les daemon sets, on a vraiment une copie de chacun de nos pods, quoi. Voilà. Donc on va essayer donc de créer un daemon set et voir ce qui se passe, quoi. Donc là, on est sur notre terminal. Là. On s'était arrêté sur le stateful set. Donc ce que je vais faire, je vais créer un nouveau dossier. On va appeler 05 daemon set. Voilà. Et nous, on va travailler là-dedans. Donc je vous ai toujours dit, pour l'éditeur, c'est mieux d'avoir un éditeur comme Visual Code. C'est plus facile après pour le YAML notamment. Et vous pouvez installer des extensions plus que de faire ça avec Vime. Parce que j'ai vu des formations que les gens faisaient avec Vime. Je trouve que c'est contre-productif, ça fait perdre du temps. Donc là, on va créer un nouveau fichier. On va l'appeler 01 daemon set. On va toujours utiliser notre image Nginx là. Donc sur les daemon sets, si vous voyez ici là, je vais faire le diaporama. Donc vous voyez ici, l'API qu'on a version, le kind, c'est le daemon set, le type. Contrairement au deployment, si on regarde ici au deployment, où le type c'était c'était là deployment. Et pour le stateful set, ça c'est appelé stateful set. Donc ça c'est super important en fait le type. C'est ça qui va permettre de savoir quel contrôleur doit être utilisé et
quel type de ressources Kubernetes aura à faire. Donc là, pareil, si je mets ici kind, je vais mettre comme ça, kind de point Daemon 7. Est-ce qu'il me propose autocomplete? Bon, on va essayer on va donc créer notre ressource là. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer toujours par API version. On va prendre, c'est la version app/v1. Et ces versions, elles évoluent souvent. Donc, si je trouve, il y aura la V2, la V3. Bon, bref, il faudra juste mettre à jour. Kind Daemon 7, comme ça. Voilà, il a détecté. Donc voilà, et metadata. Je vais dire que le name, on va appeler toujours notre name, c'est Nginx. Au lieu de déploiement, on va mettre Daemon 7. Les labels, donc les labels, c'est un peu les sélecteurs. On va appeler app égale Nginx. Voilà. Donc là, on va définir les specs. Donc au niveau des specs, on va mettre le selector. Ici, on va dire match label égale app.nginx. On va avoir fait un truc assez basique pour voir ce qui se passe. Et là, on définit toujours on va définir notre template. Donc là, on a le selector et là, on définit le template. Donc le template, c'est pour dire comment est-ce que les pods doivent être créés en fait. Qu'est-ce qu'il y aura comme pod. Donc là, on va définir les métadatas de nos pods. Label app.nginx. Je vous avais expliqué dans la vidéo précédente l'importance des labels. C'est ça qui permet de faire les relations entre les ressources et les pods. Donc là, je vais définir. Donc là, j'ai défini mon label. Tac, metadata. Au niveau des metadata, je vais définir les specs. Euh, par contre, template là. Attends, voilà, on va définir les specs. Lui là, il est pas bien aligné. Ça me paraît un peu. Voilà. Là, c'est mieux là. Parce que je comprenais pas pourquoi c'est pas bien aligné dans spec. Là, j'ai défini. Ça, c'est les spécifications du pod en fait. Donc, ça, limite, je peux prendre ça ici. C'est exactement ça. On va juste mettre Nginx. On va pas mettre la BusyBox. Donc, attends, on va prendre directement avec le container. Hop. On sait quoi que c'est que j'avais pris, c'était celui-ci. On va prendre directement avec le container. Et voilà. Donc là, on a le port qu'on va mettre sur le port 80. Là, normalement, on a un daemon 7. On va voir ce qui va se passer. Donc, je propose qu'on déploie ça et on essaye de voir. Donc là, comme j'ai Minikube, là, j'ai un seul. Si je fais kubectl get node, on n'avait pas encore vu cette commande. Cette commande me permet d'avoir toutes les nodes. Comme les daemon 7 sont très liés aux nodes, donc c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. Donc là, j'ai un seul node, ce qui est normal puisque vous êtes sur Minikube. Minikube, vous avez un node qui fait tout, qui fait master et qui fait node aussi. Donc c'est normal. On pourra faire le test après sur un cluster sur lequel j'ai plusieurs nodes. Donc là, si je fais mon kubectl apply-f, on va d'abord vérifier le nombre de pods qu'il y a. Kubectl get pod. Voilà, il n'y a pas de ressources quoi. Donc je fais kubectl apply-f 01-daemon. Bon, j'ai toujours un problème avec mon autocomplete. C'est kubectl en fait, puisque quand je le fais, c'est kubectl mon autocomplete avec kubectl qui déconne. J'ai pas. Donc là, il m'a dit qu'il a créé le daemon 7. Et là, je vais kubectl getPod. Voilà, il est en train de le créer. Ah, si je peux mettre le watcher comme ça, j'avais montré ça pour voir. Donc là, mon daemon 7 a été créé. Voilà. Donc ici, on voit pas trop la différence parce que vous allez me dire, mais en fait, comme là, j'ai un seul nœud. Donc forcément, qui va le créer sur ce nœud-là. On peut pas voir qu'il y a 4 enfin, j'ai du mal à illustrer ça parce que vous vous doutez bien. Attends, pas ça. L'illustration de celui-ci. Vu que là, on a un seul nœud en fait, donc j'ai pas tout ça. Bah, je peux voir que ça. Donc, ce qu'on va faire, je vais mettre sur un cluster sur lequel j'ai un peu plus de nœuds et on va déployer ça. Comme ça, vous allez voir l'importance. Donc, pour ça, je vais changer de contexte. Donc, si vous vous souvenez, donc je vais aller sur un cluster dans lequel j'ai plusieurs nœuds sur cette machine-là. Donc,
pour identifier mes nombres mes contextes dans mes clusters. Donc les clusters sont identifiés par des contextes, ce que Kubernetes appelle ça des contextes. Donc c'est la commande kubectl config get context avec S. Donc là je vais aller sur ce cluster là, kubectl config use-context. Je vais utiliser celui-là. Et là mon contexte a changé, donc je suis sur mon cluster numéro 10 qui est sur cette machine là. Donc là, si je vais réappliquer ce truc-là, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je vais me mettre dans un kubectl. Je vais me... Attends, est-ce que j'ai quand même une appli qui tourne là? Donc, je fais kubectl getPod. Bon, j'ai des pods qui tournent sur ce cluster-là, un front et un backend. Ça, on pourra revenir dessus. Bon, c'est pas très grave ça. Donc, je vais créer mes ressources là. Donc là, si je fais kubectl getNode, vous voyez que là, j'ai getNode, c'est ça. Donc sur ce cluster-ci qui est sur EKS, en fait, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 nodes. Donc vous allez voir que quand je vais apply ma ressource aussi, là, mon Nginx là, euh, Apple, quand je vais appliquer mon daemon là, vous allez voir que j'aurai combien de pods? J'aurai 5 pods. Donc avant d'appliquer, on vérifie d'abord qu'il n'y a pas de pod Nginx. Donc si je fais kubectl getPod-L, ça je vous montre aussi une autre leçon, c'est les labels. Donc il est possible de filtrer plusieurs, comment dire, il est possible de pouvoir de filtrer les pods en fonction de leur label. Donc là, en fait, et du coup, ça va filtrer sur tous les namespaces, etc. Voilà. Donc là, je fais kubectl getPod-L, on a appelé comment app nginx. Je n'ai rien. Voilà, c'est normal parce que j'ai pas encore déployé ça. Donc ce qui va se passer maintenant, je vais appliquer mon daemon set là, donc je fais kubectl. Je l'applique sur le nouveau cluster parce que j'ai changé de cluster. Donc vous voyez quand j'étais tout à l'heure là, j'étais sur le contexte minikube, donc j'étais sur mon cluster minikube. Donc là, je suis sur un cluster que j'ai sur lequel je fais tourner quelques applis souvent. Donc là, je vais faire kubectl apply de mon daemon set là. Voilà, donc là, si je fais kubectl getPod, voilà, vous voyez, il est en train de créer mes pods, voilà. Si je fais avec le watcher, voilà, il a tout créé en fait. Donc il a créé mes daemon sets. Et qu'est-ce que vous constatez là? Vous constatez que j'en ai 5. Et là, si je fais kubectl getNode, ça correspond exactement au même nombre de nodes que j'ai en fait. Vous voyez, j'ai 5 nodes. Et là, si on fait un destry, vous allez voir que ce pod là il tourne sur des nœuds spécifiques. Donc si je fais par exemple, vous allez voir que chacun de là tourne sur un de mes nœuds là. Donc si je fais kubectl par exemple, je vais faire un kubectl destribe. Je vais destribe un pod. De ce pod là, on doit pouvoir voir son nœud. Donc là, je ne vois pas le nœud, je dois le voir. Bon, attends, on va faire un while. Il y a une autre solution, c'est de faire kubectl getPod. Voilà, on va récupérer les pods. Donc on va faire kubectl getPod comme ça. Donc là, ça me liste les nombres de tous les pods. Maintenant, j'ai envie de savoir sur quel nœud c'est. Je fais getPod-o wide. Comme ça. Là, je dois avoir les nœuds. C'est pas très lisible là. Attendez, hop. Donc là, si vous voyez, là, je vais réduire un peu, comme ça on pourra bien lire là. Voilà, on va essayer de mieux lire comme ça. Donc vous voyez que j'ai mon Nginx daemon set qui tourne sur le nœud en 133, j'ai celui-ci qui tourne sur le nœud en 241, j'ai celui qui tourne sur le nœud en 108. Ouais, et j'ai les autres là pareil aussi, qui sont sur un sur le 249, un sur le 36. Vous voyez, ça correspond à mes nœuds que j'ai là. Donc je vais refaire kubectl getNode. Ça correspond chacun à ces nœuds là en fait. Donc je dirais au white. Je crois qu'il y a aussi ça peut marcher. Voilà. Avec leurs IP qui sont là. Donc on voit que ça marche bien en fait. Donc là j'ai la 241, la 108, la 133 et la 108. Bon. Donc c'était en pending, donc c'est passé en running. Donc vous voyez bien que là get pod-o white. Voilà. Donc j'ai tous mes pods. Enfin, il y a deux pods qui sont en pending, c'est pour ça.
Je pense que sur les nœuds là, il n'y a pas assez de ressources en fait, parce que c'est un cluster sur lequel je m'amuse souvent. Donc il n'y a pas assez de ressources. C'est pour ça qu'il reste en pending. Mais ça, on verra ça plus tard aussi. Mais vous voyez que bien sur les nœuds sur lesquels il y a assez de ressources pour pouvoir faire tourner mon daemon set, bon en fait, il a réussi à le créer sans problème en fait. Donc on va revenir sur notre cluster minikube. Donc moi, ce que je vais faire, je vais détruire ça de ce cluster là, kubectl delete -f et je donne le nom de tout mon deployment là. Voilà, et c'est kubectl getPod -watch. Donc il les a supprimés. Donc là, je peux revenir sur mon cluster minikube là. Donc je vais aller sur mon contexte. Pardon, CTRL R, config. Donc là, hop. Donc je vais revenir sur mon minikube en fait. Donc je vais aller sur le contexte minikube. Hop. Donc pour ceux qui ont loupé la précédente vidéo, n'hésitez pas à aller regarder dans la vidéo des points où j'explique voilà, comment j'installe Starship. Ça me permet de voir directement mes clusters. Donc là, et là, si je refais kubectl getPod. Voilà. Donc j'ai mon pod qui est bien running quoi. Voilà. Donc, je vous ai montré en fait ce que je vous ai montré là. Il est possible toutefois de pouvoir ajouter des filtres en fait. Vous voyez là dans ma configuration là, j'ai fait un cas vraiment simple pour que voilà pour ne pas vous perdre en fait. Mais il est tout à fait possible de spécifier en fait sur quel node on veut exécuter notre pod. Enfin, de filtrer les nodes en fait. Donc vous voyez que là, j'ai mes nodes ici là, mais il est tout à fait capable de dire par exemple que moi, on va dire que ça c'est un node je vais mettre ça comme ça en rouge là. Il est tout à fait possible quand même de configurer le daemon set pour lui dire en fait que quand tu déploies, déploie que sur certains nœuds, par exemple ceux qui sont en rouge là. Il est possible de faire cette configuration là. Donc par défaut il déploie partout, mais il est quand même tout à fait possible de dire de rajouter une configuration pour lui dire de déployer sur certains nœuds là. Donc on va faire le test, on va déployer, de lui dire de déployer que sur certains nœuds là qui ont un label spécifique. Donc là, je vous montre comment vous pouvez gérer ça. Tac. Donc là, je vais vous montrer comment vous pouvez dire à Kubernetes en fait de choisir des nœuds. Donc pour réduire, pour reproduire ce que je vous ai montré là, parce que ça peut arriver des fois. Donc des fois, vous pouvez avoir des types de machines spécifiques sur votre cluster. Parce que sur un cluster Kubernetes, il y a différents types de machines. Il y a des machines grosses, des machines petites, des machines moyennes, des machines qui sont en ARM, des machines qui sont en truc. Donc bref, sur un cluster Kubernetes, en fait, toutes les nœuds ne se valent pas ou ne se vaut pas en fait. Donc les nœuds, chacun ils peuvent être différents en fait. Donc des fois, on a besoin d'avoir, vous aurez peut-être besoin d'appliquer certaines actions spécifiques sur un type de nœud spécifique. Donc pour ça, je vais vous montrer une notion en fait. Donc on peut rajouter ce qu'on appelle des labels en fait sur des nœuds pour pouvoir réaliser ces opérations là. Donc là, si je reviens ici sur mon terminal là, donc on est d'accord que on va dire que là si là j'ai un nœud rouge, là j'ai un nœud vert. Comment est-ce que Kubernetes fait ça? Donc c'est en assignant des labels. Donc on peut assigner des labels sur nos nœuds. En fait, c'est des étiquettes. Si vous venez par exemple ici, si je fais kubectl distrib, je vais faire plutôt get node. Il y aura une vidéo spécifique sur les nœuds aussi. Donc là, si je fais kubectl distrib node minikube, donc là, vous voyez, j'ai que mon nœud minikube. Désolé, hein, des fois je dis cube, node, etc. Bon, bref, vous me comprenez. Quand je dis node ou nœud, c'est aussi pareil. Je fais beaucoup d'anglicisme parce que quand on travaille dans le cloud, voilà, c'est souvent beaucoup d'anglicisme. Donc là, vous voyez, là, il y a des labels qui sont mis. Et ces labels-là, en fait, il y a certains qui sont rajoutés automatiquement. Il y a d'autres que vous pouvez aussi positionner. Donc, si vous avez un type de nœud, par exemple, et que vous voulez rajouter, par exemple, un label, par exemple, je peux dire couleur rouge, on va rajouter le couleur rouge. C'est possible de le faire et ensuite appliquer des règles spécifiques. Donc là, je vais revenir sur mon mini cube. Là, je vais lui rajouter un label. Donc pour ça, c'est la commande kubectl labels node. Donc mon node il s'appelle minikube et je vais rajouter couleur par exemple rouge. Voilà. C'est avec. Ah, j'ai mal écrit. J'ai écrit labels au lieu de label. Voilà.
Et là, si je refais un destry, vous allez voir que il doit avoir le label. Attends, j'ai fait un destry. Ouais, Node Minikube. Il doit avoir un label qui a été rajouté qui s'appelle rouge. Je crois, si tout se passe bien. Voilà. Vous voyez, il y a mon label qui est là. Donc maintenant, à partir de ce label-là, je peux rajouter un autre selector. Donc, bon, je vais un peu vite parce que ça super. Enfin, on reviendra dessus en détail. Mais c'est quand même bien de pouvoir comprendre ça. Sur les deployments, sur les stateful, on peut aussi faire la même chose. Mais comme je pense que c'est pertinent d'aborder ça dans les daemon sets parce qu'avec les daemon sets, ça se déploie sur tous les nœuds. Et si vous voulez faire ça, vous allez forcément poser la question de vous dire mais je veux pas le mettre sur tous les nœuds, comment est-ce que je fais? Donc c'est possible, c'est pour ça que je vous montre ça tout de suite. Donc là, c'est toujours c'est dans le spec juste avant le container. Donc on va rajouter une notion qui s'appelle un paramètre qui s'appelle node selector. Il me propose pas l'autre. Voilà. Dans node selector, on peut m'ajouter. On a mis quoi nous? Nous c'était, on a dit couleur rouge. C'était ça, couleur rouge. Donc on va juste copier ça, on va mettre comme ça. Et comme avec du YAML, il n'y a pas de égal, c'est que des deux points. Donc ça devrait être ça. Voilà. J'aime bien plutôt souvent faire comme ça. Donc là, je vais réappliquer mon deployment là. Non, on va plutôt mettre d'abord une couleur qui n'existe pas. Voilà. Comme ça, vous allez voir. Donc je vais plutôt mettre couleur jaune. Comme sur mon cluster, je n'ai pas de couleur jaune, je n'ai pas de nœud avec la couleur jaune. Logiquement, quand je vais mettre à jour mon daemon set, je ne devrais plus voir de pod. Donc là, si je fais kubectl get pod, j'ai bien mon pod. Par contre, quand je vais réappliquer, quand je vais appliquer ça pour faire la mise à jour, voilà, donc ça a été configuré. Là, si je fais kubectl get pod, voilà, il n'y a pas de ressources en fait. Vous voyez, il n'y a plus de pod. Là, il y avait le pod daemon set, voilà, mais il a disparu en fait. Parce que j'ai rajouté un sélecteur. Et comme Kubernetes, les contrôleurs de Kubernetes n'ont vu aucun nœud, enfin n'ont pas trouvé de nœud avec la couleur jaune, ben en fait ils n'ont rien fait. Par contre, si je rajoute ici rouge, up, et là que je refais kubectl apply, et là si je refais kubectl getPod, ouais là maintenant il le voit. Donc vous voyez un peu le fonctionnement quoi. Donc vous avez la possibilité, si vous ne mettez rien, ça déploie partout sur tous les nœuds. Mais après, si vous voulez spécifier certains nœuds en fonction de votre cluster, parce que je dis dans un cluster, vous avez différentes tailles en fait, vous avez différentes architectures et tout. Donc des fois, vous aurez peut-être besoin de ça pour spécifier sur quel nœud vous voulez que vos applications se déploient en fait. Voilà. Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc voilà, donc pour faire un résumé, on a vu les daemon sets, donc j'espère que vous avez trouvé la vidéo pertinente. Donc n'hésitez pas à tester, à jouer avec. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mais avant de partir, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes. Donc il y a vraiment, c'est un livre pratique qui m'a pris 6-7 mois à rédiger. Et c'est suite à ce livre-là que j'ai lancé cette formation-là. Donc c'est vraiment un livre ultime pour pouvoir débugger vos clusters en production. Donc ça va peut-être pas vous servir tout de suite, mais lorsque vous serez dans la vraie vie en train de travailler sur des clusters Kubernetes avec des problèmes et tout, bah, ce livre-là peut-être peut vous être très utile en fait pour pouvoir avoir le mindset pour pouvoir débugger quoi. Voilà. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo dans laquelle on va terminer les contrôleurs Kubernetes avec notamment les cron jobs. Voilà. Donc on se tient. N'hésitez pas à vous abonner et à partager si vous trouvez le contenu pertinent et je vous dis à très vite. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé, j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Et il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.